La poussière se souleva sous les sabots du cheval lorsque Rémi Castelnau arrêta sa monture juste devant l'entrée du domaine. Ses yeux ne regardaient pas le chemin, mais la terrasse, et ce qu'il y vit lui coupa le souffle. Hélène était assise auprès d'un autre homme. Ce n'était pas une visite de courtoisie, ni un voisin de passage. C'était la façon dont elle souriait. C'était la manière naturelle avec laquelle cet homme lui tenait la main comme s'ils avaient répété ce geste 100 fois. Rémi ne descendit pas tout de suite de cheval. Il resta immobile, inspira profondément, et durant une seconde le monde entier sembla s'arrêter avec lui. Voilà exactement 2 ans qu'il avait disparu sans un mot, sans une lettre, sans un message, ne laissant derrière lui que le silence. Et à présent, il revenait pour découvrir que la vie avait continué sans lui, que Hélène avait continué sans lui. Le cheval souffla et fit un pas en avant. Hélène leva les yeux. Son regard rencontra immédiatement le sien, et le sourire qui éclairait son visage se figea comme si le temps venait brusquement de remonter en arrière. L'homme assis près d'elle le regarda lui aussi non pas avec peur mais avec calme, avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement quelle place il occupe. Rémi mit pied à terre avec lenteur. Chacun de ses mouvements était mesuré. Chacun de ses pas sur la terre sèche du domaine résonnait comme l'écho de tout ce qu'il n'avait pas dit 2 ans plus tôt. Pour comprendre comment il en était arrivé là, il faut revenir au commencement. Il faut revenir au jour où tout a changé. Rémi Castelnau avait grandi sur cette propriété. Son père l'avait bâtie de ses propres mains pierre après pierre, poteau après poteau. Enfant, Rémi avait appris à monter avant même de savoir lire. Il savait reconnaître les bêtes au bruit de leurs pas avant de les apercevoir. Le domaine n'était pas seulement une propriété, c'était son identité, son nom de famille transformé en terre et en bois. Mais la vie rurale n'avait jamais été facile. Les dettes avaient commencé lorsque son père était tombé malade. D'abord modestes, elles étaient ensuite devenues écrasantes. À la mort de son père, Rémi avait hérité du domaine avec tout le poids qui l'accompagnait. Il avait 26 ans. Il possédait une exploitation criblée de dettes et il avait Hélène. Hélène Sorel était arrivée au bourg 6 ans, auparavant lorsque sa famille avait quitté le nord de la France pour chercher du travail en Périgord. Elle était la fille d'un homme honnête et laborieux qui n'avait pas grand-chose à offrir sinon ses efforts. Elle avait grandi à son image droite courageuse, avec un regard que Rémi n'avait jamais réussi à oublier depuis la première fois qu'il l'avait vue à la foire de Saint-Cyprien. Ils avaient commencé à se voir lentement comme on faisait les choses dans cette région, avec respect d'abord à distance au fil de longues conversations sous l'ombre des arbres qui bordaient le chemin. Puis étaient venues les visites au domaine. Ensuite les fiançailles. Et enfin, lorsque Rémi avait compris qu'il voulait l'aimer toute sa vie, il lui avait demandé de l'épouser. Hélène avait répondu oui, sans une seconde d'hésitation. Le mariage était prévu pour le mois de mai. Tout le domaine s'était préparé à l'accueillir. Les femmes du village avaient aidé à orner la terrasse de fleurs sauvages. Le père d'Hélène avait commandé une robe à une couturière de Bergerac. Tout était prêt jusqu'au moment où plus rien ne le fut. Une semaine avant les noces, Rémi disparut. Il n'y avait eu ni dispute, ni querelle, ni signe avant-coureur. Un matin, Hélène se rendit au domaine pour participer aux derniers préparatifs, et Rémi n'y était plus. Son cheval avait disparu, ainsi qu'un petit sac de vêtements. Personne ne sut lui fournir la moindre explication. Les ouvriers agricoles affirmèrent l'avoir vu partir avant l'aube en selle et silencieux, comme s'il effectuait une ronde ordinaire. Mais il ne revint jamais. Les jours passèrent. La robe de mariée demeura suspendue, les fleurs se fanèrent, et les habitants du village parlèrent pendant des semaines. Certains prétendirent que Rémi avait fui ses créanciers. D'autres dirent qu'il avait rencontré une autre femme. Les plus cruels assurèrent qu'il n'avait tout simplement jamais vraiment aimé Hélène. Elle ne pleura pas en public. Ce n'était pas sa manière d'être. Elle enferma sa douleur dans le silence, l'ensevelit sous le travail quotidien et resta debout alors que tout en elle voulait s'effondrer. Les mois passèrent, puis l'hiver, puis un nouvel été, et peu à peu, Hélène commença à se reconstruire. Ce ne fut ni rapide ni facile, mais ce fut réel. Et c'est au cours de cette reconstruction qu'elle rencontra Marc. Marc Villeneuve était un homme tranquille, venu s'installer au village pour s'occuper de quelques terres léguées par son oncle. Il n'était ni spectaculaire ni prodigue en grandes déclarations, mais il était constant présent.
Il appartenait à cette catégorie d'hommes qui viennent lorsqu'ils ont promis de venir. Pour Hélène, cela valait davantage que toutes les belles promesses du monde. À présent, Rémi se tenait devant eux, et dans les yeux d'Hélène, il découvrait quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. Il n'y avait ni haine ni rancœur visible, mais quelque chose de bien plus difficile à affronter de la distance. Cette distance qu'aucune explication ni parole ne suffit à abolir, cette distance que seul le temps laisse derrière lui lorsqu'il a déjà pris sa propre décision. Rémi ouvrit la bouche pour parler. À cet instant, Marc se leva. Qu'allait dire Rémi? Et que ferait Marc maintenant qu'il se tenait face à lui? Marc se mit debout, sans se presser, sans geste brusque, sans cette tension que Rémi s'attendait, peut être à découvrir chez un homme qui voit le passé revenir jusqu'à sa porte. Il se leva avec le calme de quelqu'un qui n'a rien à prouver, et cela plus que tout le reste déstabilisa complètement Rémi. Hélène se leva elle aussi, mais d'une autre manière, les bras croisés sur la poitrine comme quelqu'un qui se protège d'un danger déjà connu et qui sait qu'il peut encore blesser si l'on ne prend pas garde. Rémi les regarda tous les deux déglutis et finit par prononcer son prénom. Hélène. Rien de plus, comme si ce seul nom pouvait expliquer tout ce qu'il n'avait pas su dire pendant 2 années d'absence. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence accomplir son travail. Et dans ce domaine, en cette fin d'après-midi, où le soleil descendait sur la terre sèche, ce silence pesait comme une dalle de pierre. Rémi avait répété cette scène pendant des semaines. Il avait imaginé plusieurs versions de leurs retrouvailles tout au long du chemin du retour. Il avait réfléchi à ce qu'il dirait et à la manière dont il le dirait, mais aucune des versions qu'il avait imaginées ne comprenait Marc. Aucune ne comprenait ce calme. Aucune ne comprenait cette distance dans les yeux d'Hélène, qui lui donnait l'impression d'être un étranger sur la terre où il était né. Marc fut le premier à lui tendre la main. Il se présenta nom et prénom sans hostilité, ni ironie, avec la simplicité de quelqu'un qui refuse de rendre une situation difficile plus pénible encore. Rémi lui serra la main presque par réflexe, et dans cette brève poignée de main se trouva tout ce qu'aucun des trois ne prononça à voix haute. Hélène finit par parler. Elle lui demanda ce qu'il faisait là, non pas avec cruauté, mais d'une voix plate et maîtrisée presque plus douloureuse que la colère. Rémi répondit qu'il était revenu, qu'il devait lui expliquer ce qui s'était passé, qu'il lui devait au moins cela. Hélène le regarda longuement, puis tourna les yeux vers Marc. Avec ce même calme qui semblait être sa manière naturelle d'habiter le monde, Marc déclara qu'il allait les laisser parler. Il rentra dans la maison, sans ajouter un mot, sans se retourner, sans poser de questions. Et ce geste, si simple, si dépourvu de théâtre, acheva de montrer à Rémi avec quel homme il se trouvait désormais comparé. Ce n'était pas une compétition de force ou d'éloquence. C'était une épreuve de caractère, et Rémi arrivait avec 2 années de dette morale sur les épaules. Hélène descendit les marches de la terrasse et se dirigea vers l'enclos. Rémi la suivit. Le cheval qu'il avait monté souffla et remua la tête, comme s'il ressentait lui aussi la tension de l'instant. Hélène s'appuya contre la clôture de bois et regarda l'horizon. Elle lui demanda une nouvelle fois où il avait été, pourquoi il était parti, pourquoi il n'avait jamais envoyé le moindre signe de vie. Rémi comprit qu'il ne pouvait répondre sans reprendre depuis le début, sans revenir à cette nuit 1 semaine avant le mariage où tout s'était effondré d'une manière qu'il n'avait pas su affronter. La veille de sa disparition, il avait reçu une visite. Un homme était arrivé au domaine après le dîner, lorsque Rémi n'était plus accompagné que de l'un de ses ouvriers les plus anciens. Cet homme venait au nom d'Étienne Morel. Dans la région, ce nom ne pouvait être ignoré. Étienne Morel possédait davantage de terres que quiconque dans 3 cantons. Il prêtait de l'argent lorsque les banques fermaient leurs portes. C'était lui qui, des années plus tôt, avait refinancé les dettes du père de Rémi, et il n'avait jamais cessé d'en faire courir les intérêts. L'émissaire était venu avec un message limpide. Les dettes du domaine avaient atteint un point de non-retour. Morel ferait saisir les terres dans moins d'1 mois si la totalité de la somme due n'était pas réglée. Et cette somme, Rémi n'aurait pu la réunir ni en 1 mois, ni en 10. On ne lui avait laissé qu'une seule solution: travailler pour Morel, non pas comme simple employé, mais comme exécutant de certaines opérations que celui-ci menait loin des regards. Des affaires dont Rémi avait entendu parler et dont il savait qu'elles franchissaient des limites qu'il refusait de franchir.
Il était parti parce qu'il avait cru ne plus avoir d'issue. Il était parti parce qu'il pensait qu'en restant, il perdrait soit le domaine, soit sa dignité. Il était parti parce qu'il était jeune terrorisé et qu'il n'avait pas su demander de l'aide à qui que ce soit, pas même à Hélène. C'était le plus difficile à avouer, il avait disparu sans rien lui dire, il l'avait abandonné devant un hôtel qui ne servirait jamais. Il lui avait retiré le droit de choisir, prenant pour eux deux une décision qui lui appartenait à des, elle aussi. Hélène l'écouta, sans l'interrompre, sans quitter la clôture, les yeux fixés sur l'horizon presque tout le temps. Lorsqu'il eut terminé, le silence revint s'installer entre eux. Puis elle parla. Elle lui dit qu'elle l'avait attendu, que, durant les premiers mois, elle n'avait jamais cessé d'imaginer qu'il surgirait d'un instant à l'autre avec une explication, que pendant la première année, elle avait encore du mal à dormir persuadée d'avoir fait quelque chose de mal, que durant la seconde, elle avait appris à vivre avec l'idée qu'il ne reviendrait jamais. Et c'est pendant cette seconde année que Marc était arrivé au village. Rémi sentit chaque mot comme un coup doux mais précis. Il n'y avait aucune colère dans la voix d'Hélène, et cela faisait plus mal que la colère. On peut affronter la colère, on ne peut rien contre l'indifférence. Pourtant, ce qu'Hélène éprouvait n'était pas de l'indifférence. C'était quelque chose de plus complexe, le reste d'un amour qu'elle avait dû apprendre à abandonner pour survivre. Rémi pouvait-il réparer ce qu'il avait brisé, ou était-il déjà trop tard pour demander pardon? Le soleil disparut derrière les collines, et le domaine se couvrit de cette lumière orangée qui donne à toute chose une immobilité trompeuse. Rémi et Hélène restaient près de l'enclos. Aucun ne s'était rapproché, aucun ne s'était éloigné. Ils se tenaient exactement à l'endroit où le passé et le présent se touchent sans savoir encore lequel cédera le premier. Rémi brûlait de poser 1000 questions. Il voulait savoir depuis combien de temps Marc partageait sa vie. Il voulait savoir si elle était heureuse. Il voulait savoir si elle pensait encore à lui, ne serait-ce que parfois. Mais aucune de ces questions n'était juste et il le savait. Celui qui avait renoncé au droit de les poser, c'était lui cette nuit où il avait scellé son cheval et disparu sans laisser une seule ligne. Il posa donc la seule question qu'il estimait encore avoir le droit de formuler: le domaine lui appartenait-il toujours? Hélène le regarda alors pour la première fois depuis son arrivée, droit dans les yeux sans filtre. Elle lui répondit que oui, que la propriété était toujours enregistrée à son nom, que lorsque Morel avait envoyé ses hommes pour prendre possession des terres 2 mois après la disparition de Rémi, elle s'était plantée devant l'entrée et leur avait déclaré qu'il ne possédait aucun titre exécutoire leur donnant ce droit, que le domaine était hypothéqué certes, mais que l'échéance légale de l'hypothèque n'était pas encore arrivée, que s'il voulait contester cela, il n'avait qu'à saisir le juge de paix du canton et agir conformément à la loi. Rémi l'écouta, incapable de répondre pendant un instant. Hélène avait fait ce qu'il n'avait pas eu le courage d'accomplir. Elle était restée. Elle avait affronté Morel. Elle avait défendu ce que Rémi avait abandonné seul sans que personne ne le lui demande, sans qu'aucune obligation ne la rattache encore à ce domaine après son départ. Il lui demanda pourquoi. Pourquoi avait-elle protégé une propriété qui n'était plus sa responsabilité? Pourquoi n'avait-elle pas laissé Morel s'en emparer avant de poursuivre sa vie? Hélène prit le temps de répondre, puis prononça des mots que Rémi n'oublia jamais. Ce domaine représentait le travail de toute une existence, celle de son père. Et même s'il lui n'avait pas su accorder à cela toute sa valeur, elle la connaissait. Elle n'avait pas défendu le domaine pour Rémi. Elle l'avait défendu pour ce qu'il représentait, pour les efforts d'un homme qui n'était plus là pour le protéger lui-même. C'était tout. Simple et direct. Rémi reçut ces paroles avec une violence silencieuse que peu de choses jusque-là avaient provoquée en lui. Cette nuit-là, il dormit au domaine, dans son propre domaine, qui ne lui semblait pourtant plus aussi sien qu'autrefois. Hélène et Marc occupaient la maison principale. Elle le lui expliqua sans détour. Voilà 6 mois que Marc travaillait les terres à ses côtés. La maison disposait de chambres libres. S'il avait besoin de rester cette nuit-là, il le pouvait. Mais les choses étaient ce qu'elles étaient, et elle ne prétendrait pas le contraire. Rémi accepta sans protester. Il s'installa dans l'ancienne chambre de son père, la petite pièce du fond, et passa la nuit à contempler le plafond. Il entendait les bruits du domaine qu'il connaissait par cœur, le vent contre les poteaux, les bêtes dans les enclos, le craquement du vieux bois. Pourtant, tout sonnait autrement. Tout paraissait étranger, comme si le domaine lui-même avait appris à vivre sans lui.
Le lendemain, Rémi se leva avant l'aube, sortit dans la cour, et rencontra l'un des plus anciens ouvriers, le père Aurélien, qui travaillait cette terre depuis des décennies. Le vieil homme le regarda sans surprise, comme s'il avait toujours su qu'il finirait par revenir. Il lui offrit du café et ne lui posa aucune question. Il lui raconta seulement comment les choses s'étaient déroulées pendant ces 2 années. Hélène avait réorganisé le travail de l'exploitation vendue, une partie du troupeau, pour régler les échéances de l'hypothèque, recruter 2 ouvriers supplémentaires lorsque les parcelles du Nord avaient donné une bonne récolte. Marc était arrivé au moment où la remise en état de l'écurie devenait urgente et où Hélène n'avait plus assez de mains pour tout accomplir. Le père Aurélien parlait sans juger, se bornant à décrire ce qu'il avait vu. Mais entre ces phrases, Rémi percevait autre chose, le respect profond que le vieil homme éprouvait pour Hélène. Un respect qui autrefois, lorsque Rémi était encore le maître incontesté des lieux, ne lui était peu, être jamais apparu avec autant d'évidence. Ce matin-là, devant son café, tandis que le domaine s'éveillait sous la première lumière, Rémi prit une décision. Il ne se battrait pas pour reprendre ce qui lui appartenait comme aurait pu le faire un homme orgueilleux et amer. Il n'exigerait rien, ne réclamerait rien. Il travaillerait. Il recommencerait tout en bas s'il le fallait. Il prouverait par des actes ce que les mots ne suffisaient plus à réparer. Et si au terme de ce chemin, Hélène choisissait encore Marc, Rémi devrait apprendre à vivre avec cette réalité, car c'était le moins qu'elle méritait après tout ce qu'elle avait porté seule. Mais décider de travailler au domaine aux côtés de Marc et d'Hélène était bien plus facile que de le supporter au quotidien. Les premiers jours allaient l'éprouver. Ils furent étranges d'une manière qu'aucun mot ne décrivait vraiment. Rémi se levait avant tout le monde, sortait dans les champs et accomplissait les tâches qu'il avait toujours exécutées depuis l'enfance, inspecter les enclos, vérifier l'état des clôtures, contrôler l'eau des abreuvoirs. Il ne demandait aucune consigne, n'attendait pas qu'on lui dise quoi faire. Il travaillait tout simplement, et cette présence provoquait une tension silencieuse que chacun ressentait sans jamais la nommer. Marc ne lui disait rien. Il l'observait avec son calme habituel, évaluant sans provoquer. Les ouvriers parlaient peu eux aussi. Seul le père Aurélien échangeait de temps à autre quelques mots avec lui au sujet de la terre, du bétail, du temps. Rien de personnel, mais suffisamment pour qu'un fil d'humanité traverse la journée. Hélène était ce qu'il y avait de plus difficile. Non qu'elle le traitât mal, mais elle lui témoignait une courtoisie parfaite et distante, presque impossible à déchiffrer. Elle lui souhaitait le bonjour. Elle lui signalait les travaux urgents. Elle partageait la table aux heures des repas, sans manifester de gêne. Pourtant, aucun de ces gestes ne contenait le moindre vestige de ce qu'ils avaient été. C'était comme si elle avait enfermé cette partie de leur histoire dans une boîte très profonde et décidé que cette boîte ne s'ouvrirait plus. Rémi respectait cela, du moins essayait-il. Certains moments mettaient sa résolution à l'épreuve, comme cet après-midi où ils durent réparer ensemble un poteau tombé près de la limite nord de la propriété. Le travail était physique et les obligeait à rester proches, à coordonner leurs mouvements, à se passer les outils, à ne parler que du nécessaire. Dans cette proximité fonctionnelle, Rémi remarqua chez elle des choses qu'il n'avait pas vues autrefois. Il y avait dans ses gestes une fermeté nouvelle, dans ses décisions une assurance qui n'existait pas avec autant de force 2 ans plus tôt. Hélène avait grandi, pendant son absence, non pas de la manière douce dont grandissent ceux à qui la vie offre des occasions. Elle avait grandi de la manière rude, celle de ceux qui ont dû apprendre à se tenir seuls lorsque le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Rémi l'admirait pour cela, et cette admiration lui pesait en même temps sur la poitrine d'une façon qu'il ne savait pas encore comprendre. À la 3e semaine, un problème inattendu surgit. L'une des parcelles du sud commença à montrer les signes d'une maladie du fourrage qui pouvait se propager rapidement si elle n'était pas traitée à temps. C'était un problème technique exigeant de l'expérience et des décisions immédiates. Rémi le remarqua le premier, puisqu'il sortait avant tout le monde chaque matin. Il alla chercher Hélène et lui expliqua ce qu'il avait découvert. Elle vint examiner la parcelle avec Marc. Tous 3 restèrent longtemps devant l'herbe malade à évaluer la situation, et pour la première fois depuis le retour de Rémi, ils durent réfléchir ensemble au même objectif. Marc connaissait l'élevage, mais moins les cultures fourragères. Hélène connaissait mieux que personne le fonctionnement actuel du domaine, mais elle n'avait jamais vu ce type d'affection. Rémi lui l'avait observé une fois bien des années auparavant, lorsque son père avait dû affronter un problème semblable dans la parcelle de l'Est.
Pour la première fois depuis son retour, il possédait quelque chose de concret et d'utile à apporter. Il leur expliqua ce que son père avait fait. Il parla de la rotation des parcelles du traitement qui avait fonctionné à l'époque et des délais qu'il fallait impérativement respecter. Marc l'écouta avec attention et posa des questions intelligentes. Ce n'était pas un homme qui méprisait ce qu'il ignorait, ni qui faisait semblant d'en savoir davantage qu'il ne savait réellement. Rémi dut aussi le reconnaître, même si cela lui coûtait. Ils travaillèrent tous les trois ce jour-là et le lendemain. La maladie fut contenue, la parcelle traitée, et le bétail menacé déplacé à temps. Lorsque tout fut enfin maîtrisé, le père Aurélien observa la scène à distance et murmura davantage pour lui-même que pour les autres. Voilà comment on protège une terre avec des mains qui la connaissent et des têtes qui n'ont pas peur d'écouter. Ce soir-là, après le dîner, l'atmosphère sur la terrasse fut différente, pas encore chaleureuse mais moins tendue. Marc parla davantage que les autres soirs. Il raconta un souvenir de son enfance dans le nord du pays. Hélène rit à l'une de ces histoires, et Rémi, assis un peu à l'écart, les regarda en pensant combien il est difficile de vouloir retrouver quelque chose lorsque cette chose a déjà découvert son propre chemin pour continuer à vivre. Avant de se lever pour aller dormir, Marc s'adressa directement à Rémi pour la première fois depuis son arrivée. Il lui dit que ce qu'il avait fait pour la parcelle avait été utile, que sans son intervention, les pertes auraient pu être considérables. Rémi acquiesça. Il ne répondit pas merci. Ce n'était pas nécessaire. Pourtant, l'air du domaine sembla cette nuit-là un peu plus léger que la veille. Cette accalmie ne durait pas, car Étienne Morel gardait toujours les yeux fixés sur la propriété et n'allait pas tarder à rappeler qu'il n'avait oublié ni la dette, ni ses ambitions. Son nom réapparut un mardi matin, lorsqu'un homme que Rémi ne connaissait pas arriva au domaine sur un cheval gris et demanda à parler au propriétaire. Le père Aurélien alla chercher Hélène, car depuis 2 ans, c'était elle qui recevait ce genre de visiteurs. Rémi se trouvait dans l'écurie et observa la scène de loin sans intervenir. L'homme remit une enveloppe. Phare, Hélène la prit, hocha la tête sans presque rien dire, et le messager repartit par le même chemin. Cet après-midi-là, à table, Hélène posa l'enveloppe encore fermée au centre et expliqua de quoi il s'agissait avant de l'ouvrir. Morel avait envoyé 3 messages semblables au cours des 2 dernières années, toujours avec le même argument: la dette continuait de produire des intérêts, les sommes accumulées rendaient le montant initial presque impossible à régler, et tôt ou tard, le tribunal serait contraint d'intervenir. Marc déclara qu'il fallait consulter un avocat. Rémi répondit qu'il connaissait les actes originaux, qu'il avait étudié les contrats avec son père dans sa jeunesse et se souvenait de certains détails susceptibles d'être importants. Hélène le regarda. Ce ne fut qu'un instant, mais son regard différait des précédents. Pour la première fois, on y lisait quelque chose qui ressemblait au besoin de l'écouter. Ils ouvrirent l'enveloppe ensemble. Il s'agissait d'une mise en demeure officielle, signée par le représentant juridique de Morel, annonçant l'ouverture d'une procédure devant le tribunal cantonal pour dette échue et intérêts cumulés. Il disposait de 30 jours pour présenter une réponse. 30 jours, c'était peu, mais ce n'était pas rien. Rémi demanda à examiner les contrats originaux signés par son père. Hélène les conservait dans une caisse dans la pièce qu'elle utilisait comme bureau. Elle les sortit le soir même et ils les disposèrent sur la grande table. Rémi les lut lentement, puis les relut plusieurs fois. Il découvrit alors ce qu'il n'avait pas su voir autrefois lorsqu'il était jeune, et que le monde lui paraissait trop complexe pour être compris. La clause relative aux intérêts comportait un plafond. Ce plafond était formulé de façon ambiguë dans un paragraphe enfoui parmi des termes juridiques, mais il existait bel et bien. Morel ne pouvait réclamer plus qu'un pourcentage déterminé du capital initial. Si les chiffres mentionnés dans la mise en demeure étaient exacts, il exigeait presque le double de ce que le contrat l'autorisait à percevoir. Cela n'effaçait pas la dette, mais la réduisait de moitié, et cette moitié compte tenu de ce que le domaine avait produit au cours des derniers mois n'était plus impossible à assumer. Marc fut celui qui formula ce que tous pensaient. Il leur fallait un véritable avocat, quelqu'un capable de lire ses actes avec un regard professionnel et de défendre cet argument devant le juge. Hélène approuva, Rémi aussi. Et à cet instant, sans qu'aucun d'eux ne le dise, il devint évident qu'ils affronteraient cette épreuve ensemble.
non parce que les blessures affectives entre eux étaient guéries, mais parce que le domaine avait besoin d'eux trois, et qu'aucun n'allait lui tourner le dos pour de mauvaises raisons. Le lendemain, Rémi enfourcha son cheval et se rendit au bourg. Il connaissait depuis longtemps un avocat âgé, maître Félix Delorme, qui avait autrefois travaillé pour son père et jouissait d'une réputation de rigueur et d'honnêteté. Maître Delorme le reçut dans son étude sans lui poser la moindre question sur ses 2 années d'absence. Il écouta le résumé de l'affaire, demanda à voir les contrats et lorsqu'il les eut entre les mains, fronça les sourcils d'une manière que Rémi interpréta comme un signe favorable. L'avocat confirma ce qu'il avait découvert. La clause était valable. Elle avait manifestement été rédigée de façon obscure à dessein, mais sa validité juridique ne faisait aucun doute. Morel savait ce qu'il faisait lorsqu'il avait signé ce contrat avec le père de Rémi. Il comptait sur le fait que la famille ne disposerait ni des moyens, ni des connaissances nécessaires pour le contester. Maître Delorme annonça qu'il accepterait l'affaire, qu'il déposerait les conclusions dans le délai imparti, et que si le juge appliquait correctement la loi, Morel serait contraint d'accepter le montant réel de la dette, non celui qu'il avait artificiellement gonflé par des années d'intérêt, illicites. Rémi reprit le chemin du domaine cet après-midi-là, avec un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Ce n'était pas exactement du soulagement. C'était plutôt l'impression d'agir enfin dans la bonne direction, d'être là où il devait être. Hélène écouta le compte-rendu de l'entretien, sans manifester d'émotion excessive. Elle demanda combien coûterait la procédure, quels seraient les délais, quelles pièces il faudrait fournir. Pratique comme toujours. Mais avant que Rémi ne se lève de table, elle prononça une phrase brève qu'il conserva précieusement. Il avait bien fait de relire les contrats. Elle n'avait jamais su que cette clause existait. Ce n'était qu'une petite reconnaissance, mais dans le silence du domaine, elle résonna comme quelque chose de bien plus grand. Les semaines suivantes furent remplies de travail constant et de peu de paroles inutiles. La terre exigeait chaque jour son attention, et cela constituait, d'une certaine manière, une bénédiction. Lorsque les mains étaient occupées, l'esprit avait moins de place pour tourner autour de questions encore sans réponse. Rémi s'était réintégré au rythme du domaine d'une façon que personne n'avait prévue, mais qui obéissait à sa propre logique. Il s'occupait des parcelles du nord et du gros bétail. Marc dirigeait les réparations et les relations avec les fournisseurs du village. Hélène coordonnait l'ensemble depuis le centre, prenait les décisions finales concernant les achats, les ventes et la répartition du travail. Ce système n'avait jamais été conçu autour d'une table. Il était né de la nécessité et de la volonté de 3 personnes aux motivations différentes, mais unies par le désir de voir la propriété rester debout. Le père Aurélien observait tout cela avec la sagesse silencieuse des hommes qui ont beaucoup vu sans avoir besoin de beaucoup parler. Un après-midi, tandis qu'ils réparaient ensemble une partie de la vieille clôture, il dit à Rémi une phrase qui lui resta en tête pendant des jours. « Un homme qui revient n'est pas le même qu'un homme qui n'est jamais parti. Ce n'est ni bien ni mal, c'est seulement la vérité. La question n'est pas de savoir si tu as le droit d'être ici, mais ce que tu feras du temps qui te reste. » Rémi ne répondit pas sur le moment, mais il repensa souvent à ces mots. Il y pensa une nuit, où, incapable de dormir, il s'assit sur les marches arrière de la maison et contempla le ciel rempli d'étoiles, l'un des rares luxes gratuits de la vie rurale. Dans cette immobilité, il commença à comprendre ce qu'il avait évité depuis son retour. Sa présence ne concernait pas seulement le domaine, ni seulement Hélène. Elle concernait l'homme qu'il était lorsqu'il était parti, et celui qu'il voulait devenir maintenant qu'il était revenu. La menace de Morel était réelle. La peur qu'il avait éprouvée était réelle. Mais la décision de ne rien dire à Hélène, de ne pas lui faire confiance, de ne pas lui donner la possibilité d'affronter l'épreuve avec lui, relevait entièrement de sa responsabilité. Cette responsabilité ne disparaissait pas sous prétexte que les causes de sa fuite avaient été compréhensibles. Un jour, alors qu'il vérifiait les abreuvoirs de la parcelle de l'Est, il vit Hélène arriver à cheval. C'était inhabituel, car elle parcourait généralement cette distance à pied. Elle arrêta sa monture près de lui et lui demanda s'il pouvait parler. Rémi posa ses outils, s'appuya contre la clôture et l'écouta. Hélène alla droit au but. Elle lui expliqua qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce qu'il lui avait raconté le jour de son retour Morel, la visite de l'émissaire,
la peur qui l'avait saisie. Elle comprenait mieux qu'il ne l'imaginait. Il n'était pas le premier être humain à fuir lorsque la peur devenait trop grande. Mais comprendre ne signifiait pas approuver. Ce qui lui avait fait le plus mal n'était pas qu'il soit parti, mais son silence. Ne rien savoir. Passer des mois à se demander si elle avait commis une faute, prononcé une parole malheureuse, manqué un signe qu'elle aurait dû reconnaître. Rémi l'écouta sans l'interrompre, et lorsqu'elle eut terminé, il ne chercha pas à se justifier. Il admit qu'elle avait raison, que son silence avait été une cruauté, même si telle n'avait pas été son intention. S'il pouvait changer quelque chose, ce ne serait pas forcément sa décision de partir, car à l'époque, il n'avait pas su agir autrement, mais le silence, oui, la façon dont il l'avait abandonné, sans la moindre explication. Hélène le regarda un instant, puis acquiesça. Un geste minuscule, presque imperceptible, mais authentique. Dans ce mouvement se trouvait quelque chose qu'ils ressentirent tous deux, sans avoir besoin de le nommer. Ce n'était pas un pardon complet, ni une porte qui s'ouvrait en grand. C'était la reconnaissance qu'ils étaient deux êtres réels et complexes qui avaient fait de leur mieux avec ce qu'ils possédaient à l'époque. Cela ne résolvait rien, mais c'était honnête. Le soir même, le dîner fut différent. Hélène raconta une mésaventure amusante survenue au village. Marc éclata de rire. Rémi rit lui aussi pour la première fois depuis très longtemps, et le domaine qui avait si souvent servi de décor à la tension et au silence accueillit cet instant comme s'il avait lui aussi besoin de respirer. Pourtant, au moment même où l'atmosphère commençait à s'éclaircir, une visite inattendue arriva. L'homme se présenta un jeudi vers midi, non pas à cheval, mais dans une automobile noire qui souleva un nuage de poussière depuis l'entrée du chemin jusqu'à la cour principale. Dans cette région, à la fin du siècle, une automobile noire conduite par un chauffeur en livrée ne signifiait qu'une chose, le pouvoir. Rémi travaillait dans l'écurie lorsqu'il entendit le moteur. Il sortit et vit le véhicule s'arrêter devant la maison. Le chauffeur ouvrit la portière arrière. Un homme d'environ 60 ans en descendit impeccablement vêtu, coiffé d'un chapeau à large bord et chaussé de bottes dont le prix dépassait le salaire mensuel de n'importe quel ouvrier du domaine. Étienne Morel en personne. Rémi ne l'avait jamais rencontré directement. Il connaissait son nom, ses contrats, les récits de son père, mais le voir dans sa propre cour, avec l'attitude de quelqu'un qui visite une propriété qu'il considère déjà comme sienne, fit naître en lui une colère qu'il dut maîtriser avec effort. Hélène sortit de la maison avant tout le monde. Marc apparut du côté du hangar, et tous trois se retrouvèrent face à Morel, sans l'avoir prévu, formant une ligne involontaire qui en disait davantage que n'importe quel discours. Morel les salua avec la cordialité artificielle d'un homme habitué à dissimuler la pression derrière un sourire. Il déclara être venu parler directement d'homme à homme pour éviter que l'affaire ne se termine devant le tribunal d'une façon désagréable pour chacun. Il parlait comme s'il leur rendait service, comme si sa présence constituait un geste généreux et non une manœuvre d'intimidation. Hélène répondit la première avec une politesse parfaitement égale à la sienne. Toute communication relative à la dette devait passer par l'avocat représentant le domaine. La procédure judiciaire étant déjà engagée, il n'avait rien à négocier directement. Morel sourit d'une façon qui n'était pas un sourire véritable, mais l'expression des hommes peu habitués à s'entendre répondre non. Il regarda Rémi et lui demanda s'il était bien le fils Castelnau. Rémi répondit que oui. Morel affirma se souvenir de son père, évoqua leur longue relation d'affaires, prétendit regretter la manière dont les choses s'étaient terminées, et ajouta qu'il espérait trouver chez le fils davantage de raisons que chez le père au cours de ces dernières années. La dernière phrase était calculée pour provoquer. Rémi le comprit immédiatement, mais refusa de lui offrir la réaction attendue. Il ne s'emporta pas, n'éleva pas la voix. Il répondit calmement que l'avocat du domaine déposerait toutes les pièces nécessaires dans le délai légal et que si Morel souhaitait parler, il devait s'adresser à Maître Delorme. Morel les observa tous les trois durant un long instant. Puis il regarda la maison, les murs, l'écurie, les enclos, comme s'il dressait mentalement l'inventaire de ce qu'il croyait encore pouvoir posséder. Enfin, il acquiesça avec cette manière particulière qu'ont les hommes puissants lorsqu'ils décident qu'il ne sert à rien d'insister, pour l'instant convaincu qu'une autre occasion viendra. Il remonta dans l'automobile. Le chauffeur referma la portière et le véhicule repartit en soulevant la poussière du chemin. Lorsque le bruit du moteur disparut au loin, les trois se regardèrent. Le père Aurélien, qui avait observé la scène à distance, s'approcha lentement.
Morel ne se déplaçait jamais en personne sans raison grave. S'il avait parcouru tout ce chemin avec son automobile et son chapeau coûteux, c'est qu'il savait leur position solide et cherchait à mesurer leur faiblesse avant l'audience. C'était un signe favorable, leur argument juridique avait du poids. Le même après-midi, Rémy se rendit au bourg pour informer Maître Delorme de cette visite. L'avocat l'écouta attentivement et confirma l'analyse du père Aurélien. Si Morel avait jugé utile de venir lui-même, c'est qu'il savait qu'au tribunal il risquait de perdre, ou du moins d'obtenir bien moins que ce qu'il espérait. Maître Delorme annonça qu'il avait terminé la réponse formelle et la déposerait au greffe au plus tard le lendemain. À compter de cet instant, l'affaire serait entre les mains de la justice. Rémy revint au domaine au coucher du soleil. Marc et Hélène étaient assis sur la terrasse. Ils lui expliquèrent qu'ils avaient discuté de ce qui pourrait se passer si la procédure tournait en leur faveur, comment réorganiser les finances, quelle réparation entreprendre d'abord, ou investir si la dette était ramenée à son montant véritable. C'était une conversation pratique, mais aussi davantage que cela. Pour la première fois, ils parlaient tous les trois de l'avenir du domaine, comme d'un avenir qu'ils pourraient construire ensemble, même si personne ne le formulait ainsi. Rémy s'assit auprès d'eux. Le soleil s'effaçait, les bâtiments entraient dans une ombre douce, et pour la première fois depuis son retour, Rémy sentit qu'il était exactement à sa place. Non par droit, ni par héritage, mais parce qu'il choisissait de rester, de travailler, d'être chaque jour l'homme qui ne fuit plus lorsque les choses deviennent difficiles. Cependant, l'audience devant le juge leur réservait des surprises qu'aucun d'eux n'avait anticipées. L'audience fut fixée à un mercredi 10 heures du matin. Tous trois s'y rendirent ensemble. Maître Delorme les attendait devant le tribunal avec sa serviette de cuir brun et l'expression sereine des avocats qui savent leur dossier solidement préparé. De l'autre côté du couloir, dans la salle d'attente, se trouvait l'équipe juridique de Morel, 3 hommes en costume chargés de dossiers et de chemises, avec l'attitude de ceux qui espèrent que le volume du papier suffira à intimider. Le juge, un homme d'une 50aine d'années, avait la réputation d'être minutieux et de ne tolérer aucun argument dépourvu de preuves. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Maître Delorme exposa l'affaire avec clarté. Il expliqua le plafonnement des intérêts, produisit le contrat original et compara les calculs autorisés par l'acte avec les sommes réclamées par Morel. L'avocat adverse répondit par un élément que personne au domaine n'avait prévu. Le contrat présenté par Maître Delorme était bien la version initiale, déclara-t-il, mais un avenant signé plusieurs années plus tard avait modifié les conditions relatives aux intérêts. Selon lui, le père de Rémy avait accepté cet avenant de son plein gré. Maître Delorme demanda à examiner le document. Les avocats de Morel le produisirent. Il portait un en-tête juridique, était daté de 3 ans avant la mort du père de Rémy et comportait une signature ressemblant à la sienne. Rémy l'observa et sentit aussitôt quelque chose se tendre en lui. La signature n'était pas tout à fait juste. Son père traçait d'une façon particulière la boucle initiale de son nom, un mouvement que Rémy avait vu des milliers de fois sur les papiers de l'exploitation. Sur cet avenant, la courbe différait. Pas assez pour un inconnu, mais assez pour lui. Il glissa une note à Maître Delorme et décrivit ce qu'il voyait. L'avocat la lut sans changer d'expression, puis demanda au juge qu'une expertise graphologique soit ordonnée avant que le document puisse être admis comme authentique. Le juge accepta. Il prescrivit la transmission de l'avenant à un expert judiciaire en écriture et renvoya l'audience à 2 semaines, le temps d'obtenir le rapport. Les avocats de Morel ne s'attendaient pas à cette demande. Rémy aperçut entre eux un échange de regards depuis l'autre côté de la salle. Ce n'étaient pas des regards confiants, mais ceux de personnes découvrant soudain que le terrain sous leurs pieds était moins solide qu'elles ne l'avaient cru. Ils quittèrent le tribunal à midi, sous un soleil dur qui écrasait les rues du bourg. Maître Delorme leur expliqua que l'expertise serait décisive. Si la signature s'avérait fausse ou altérait l'affaire, ne se terminerait pas seulement en faveur du domaine Morel, s'exposerait à une procédure pénale bien plus grave. Dans cette région, la falsification d'un acte n'était pas une faute sans conséquence. Hélène écouta sans beaucoup parler jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls, tous les 3 marchant vers l'endroit où ils avaient laissé les chevaux. Elle déclara alors que si cette signature était fausse, Morel avait probablement procédé de la même manière avec d'autres familles.
Le domaine Castelnau n'était sans doute pas un cas isolé. Des gens avaient perdu leurs terres dans des conditions semblables sans jamais avoir eu les moyens de contester. Marc approuva. Rémi pensa aux familles qu'il avait connues enfants dans les environs, à celles qui avaient peu à peu disparu parties vers la ville, abandonnant des terres transmises depuis plusieurs générations. Il se demanda si certaines de ces histoires ne portaient pas quelque part la signature d'Étienne Morel. Le retour au domaine fut silencieux mais sans gêne. C'était le silence de 3 personnes absorbées par les mêmes pensées. Cette nuit-là, Rémi ressortit les vieux dossiers qu'Hélène conservait dans la caisse du bureau. Il les examina un par un, cherchant d'autres signatures de son père à comparer. Il en trouva plusieurs et une fois que l'on savait où regarder la différence avec la signature de l'avenant devenait nette. Il réunit les exemples dans une enveloppe et la posa sur la table afin de la remettre à Maître Delorme dès le lendemain. Il était 2 heures du matin lorsqu'il termina. Il éteignit la lampe et dans l'obscurité de l'ancienne chambre de son père, entendit le domaine respirer le bétail, le vent, le bois. Il pensa que son père, s'il avait pu le voir à cet instant, aurait pu être reconnu en lui quelque chose qu'il n'avait pas su trouver durant tant d'années, la volonté de rester. Lorsque rester, est ce qu'il y a de plus difficile. Le résultat de l'expertise arriva plus tôt que prévu et changea tout. L'expert graphologue remit son rapport en 10 jours, 4 jours, avant l'échéance fixée par le juge. Maître Delorme téléphona au domaine un vendredi après-midi, alors que le soleil commençait à descendre et que le travail du jour touchait presque à sa fin. La signature figurant sur l'avenant présenté par Morel était fausse. Le rapport ne laissait place à aucun doute. L'expert avait relevé des différences précises dans le tracé, dans la pression de la plume et dans les proportions, incompatibles avec les signatures authentiques du père de Rémi, fournies à titre de comparaison. Le document était une falsification. Maître Delorme annonça qu'il déposerait dès le lendemain une plainte auprès du parquet et que le dossier cesserait d'être une simple contestation civile relative à une dette pour devenir une affaire pénale de faux et usage de « et faux ». Morel devrait désormais répondre devant la justice d'accusations bien plus graves qu'une créance foncière. Lorsque Rémi raccrocha et se retourna pour rapporter la nouvelle à Hélène, et Marc il aperçut le père Aurélien debout à l'entrée de la cour, comme s'il avait pressenti qu'un événement important allait survenir. Rémi leur raconta tout, la fausse signature, la plainte, les conséquences possibles. Hélène ne pleurait pas. Elle avait simplement la posture de quelqu'un resté debout trop longtemps et qui trouve enfin un instant pour déposer son fardeau. Marc s'assit près d'elle et posa une main dans son dos, sans prononcer un mot. Le père Aurélien se signa lentement. Rémi resta debout, les yeux sur cette terre qu'il avait été si difficile de conserver, et sentit quelque chose se remettre en place dans sa poitrine, à un endroit où rien n'avait trouvé sa juste place depuis longtemps. Les jours suivants furent agités d'une autre manière. La plainte devint rapidement publique, comme cela arrive dans les petits bourgs où tout le monde se connaît et où les nouvelles circulent plus vite que le vent. Lorsque les habitants apprirent que Morel faisait l'objet d'une enquête pour falsification, d'autres voix se levèrent. Des familles ayant perdu leurs terres dans des circonstances semblables. Des personnes qui avaient signé certains actes avant d'en découvrir plus tard une version différente de ce qu'on leur avait expliqué. Des propriétaires qui avaient cédé leurs biens en croyant ne disposer d'aucun autre choix. Maître Delorme dut agrandir l'espace consacré à ces dossiers pour recevoir tous ceux qui venaient chercher conseil. La démarche serait longue, et toutes les situations ne pouvaient pas être réparées de la même manière. Mais l'enquête sur Morel prit une ampleur dépassant largement le seul domaine Castelnau. Pendant ce temps, la vie de la propriété poursuivait son rythme, celui de la campagne qui exige chaque jour de l'attention quoi qu'il se passe ailleurs. Le bétail avait besoin d'eau et de nourriture. Les parcelles devaient être entretenues. Les réparations de l'écurie laissées à moitié achevées reprirent. Dans ce travail quotidien, tous 3 trouvèrent un équilibre difficile à nommer, mais parfaitement réel. Un après-midi, tandis que Rémi réparait le toit du hangar et que Marc lui passait les outils depuis le sol, les 2 hommes parlèrent véritablement pour la première fois, non du domaine, ni du travail, mais d'eux-mêmes. Marc expliqua qu'il n'était pas homme à rechercher les querelles inutiles. Lorsqu'il était arrivé au village et avait rencontré Hélène, il ignorait toute son histoire. En la découvrant, il avait compris qu'elle avait traversé une épreuve terrible et méritait quelqu'un qui ne lui donnerait aucune raison de douter. Rémi l'écouta depuis le toit,
puis redescendit. Ils se retrouvèrent face à face. Rémi lui dit qu'il était un homme bon, qu'il le voyait clairement, et que si les circonstances avaient été différentes à une autre époque, ils auraient être pu devenir amis. Marc répondit que cela restait être possible. Il ne parlait ni avec ironie, ni avec défi, mais avec sincérité. Durant ce bref instant entre deux hommes qui aimaient la même femme de façon différente, et à des moments différents, quelque chose se posa enfin. Cette conversation ne résolut pas tout, mais elle était honnête. Et l'honnêteté avait toujours été la chose la plus précieuse sur ce domaine. Restait pourtant la discussion la plus difficile, celle que Rémi évitait depuis son retour, celle qu'Hélène et lui devait avoir seule. Ce fut Hélène qui vint le chercher un dimanche matin, alors que Marc était parti régler une affaire auprès d'un fournisseur au village et que le père Aurélien accompagnait les ouvriers sur la parcelle du Nord. Le domaine était plongé dans cette tranquillité dominicale qui possède quelque chose de sacré à la campagne. Rémi, assis sur le banc de bois de la cour arrière, aiguisait un outil lorsqu'Hélène apparut avec 2 tasses de café. Elle s'assit près de lui sans demander la permission et lui en tendit une. Il la prit, et pendant un moment, ils regardèrent l'horizon en silence, comme le font les personnes qui ont tant de choses à se dire qu'elles ne savent pas par où commencer. Hélène parla la première. Elle lui demanda s'il était heureux. Pas heureux en général, précisa-t-elle, mais heureux ici dans ce domaine, au milieu d'une situation qui n'était facile pour personne. Rémi réfléchit avant de répondre. Il ne savait pas si bonheur était le mot juste. Ce qu'il ressentait ressemblait plutôt à la certitude d'être revenu au bon endroit. Pendant les 2 années passées loin d'ici, alors qu'il accomplissait pour Morel un travail dont il préférait taire les détails, il n'avait jamais cessé de penser au domaine, à l'odeur si particulière de la terre, après la pluie au bruit des bêtes à l'aube, aux conversations avec le père Aurélien à elle. Hélène l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle lui demanda pourquoi il ne lui avait pas fait confiance. Ce n'était pas un reproche, mais une question véritable. Avait-il cru qu'elle n'aurait pas été capable d'affronter la situation? Rémi mit du temps à répondre, parce que la vérité était complexe. À cette époque, il n'avait pas réfléchi à la capacité d'Hélène de supporter l'épreuve. Le problème était qu'il se sentait lui-même incapable de la supporter. La peur qu'il avait saisie lorsque l'envoyé de Morel était venu cette nuit-là ne concernait pas seulement le risque de perdre la terre. Il avait peur de ne pas savoir être l'homme qu'Hélène méritait de perdre le domaine, et avec lui la seule chose qui lui donnait l'impression d'avoir de la valeur. Hélène le regarda d'une manière qu'il ne sut pas entièrement déchiffrer. Il y avait de la compassion, mais aussi quelque chose de ferme. Elle lui répondit que c'était précisément ce qu'elle avait eu le plus de mal à comprendre. Il avait été tellement incapable de se voir comme un homme digne, sans sa propriété, qu'il avait préféré fuir, plutôt que la laisser découvrir sa vulnérabilité. Elle comprenait mieux désormais, mais cela ne changeait pas le mal qu'il lui avait fait. Rémi acquiesça. Il n'essaya pas de s'expliquer davantage. Certaines vérités ne peuvent qu'être reçues. Hélène but une gorgée de café, puis elle dit quelque chose que Rémi n'attendait pas. Elle l'avait profondément aimé. La semaine précédant leur mariage avait été la plus heureuse de sa vie. Lorsqu'il avait disparu, elle n'avait pas seulement perdu l'homme qu'elle devait épouser, elle avait aussi perdu la version d'elle-même qui existait auprès de lui, celle qui s'autorisait à rêver d'un avenir qui lui appartiendrait. Reconstruire cette femme avait été le travail le plus difficile de son existence, plus difficile que de défendre le domaine contre Morel, plus difficile que n'importe quelle mauvaise saison. Rémi sentit ces mots lui retirer quelque chose et lui rendre autre chose en même temps. Il lui enlevait la possibilité de croire que le mal causé n'avait été qu'un accident de circonstance, mais lui rendait la dignité d'être traité comme quelqu'un à qui elle choisissait de dire toute la vérité. Il lui demanda ce qu'elle ressentait pour Marc. Hélène ne détourna pas les yeux. Elle lui répondit qu'elle l'aimait. Ce n'était pas le même amour que celui qu'elle avait éprouvé pour Rémi, mais cela ne le rendait pas moins important. Marc était arrivé lorsqu'elle avait appris qu'elle n'avait besoin de personne pour la sauver. Leur relation avait donc été différente dès le début, plus tranquille, plus sûre. Rémi acquiesça encore. Il lui répondit qu'il le voyait. Il n'était pas revenu pour reprendre ce qui était à lui comme si rien ne s'était produit. Il était revenu parce qu'il devait refermer quelque chose, parce qu'il devait devenir l'homme qui affronte les conséquences au lieu de les fuir. Hélène le regarda longuement, puis prononça une phrase simple, plus puissante que n'importe quel discours, l'homme assis devant elle, celui qui était capable de dire cela,
était l'homme qu'elle avait autrefois voulu épouser. Elle aurait seulement souhaité qu'il ait pu devenir cet homme plus tôt. Ils terminèrent leur café. Le soleil monta dans le ciel, et ils restèrent encore quelque temps sur le banc, sans avoir besoin de parler, laissant pour une fois le silence devenir une chose paisible et sans blessure. Pourtant, la vie du domaine attendait encore une décision que Rémi devrait prendre seul. Le jugement arriva 3 semaines après l'audience finale. Maître Delorme se déplaça personnellement pour apporter la nouvelle. C'était la première fois que l'avocat venait jusqu'au domaine, et ce seul fait en disait déjà long. Hélène, Marc et Rémi s'assirent autour de la table de la cuisine, et Maître Delorme posa le jugement sur le bois. La dette reconnue par le tribunal correspondait au contrat original débarrassé des intérêts illégaux. Elle représentait moins de la moitié de ce que Morel avait réclamé, une somme que le domaine pouvait rembourser par échéance raisonnable sur 2 ans, sans compromettre son activité. L'avenant falsifié était déclaré nul. La procédure pénale contre Morel se poursuivrait séparément. Dans toute la région, la nouvelle circula rapidement. Certaines familles récupérèrent des terres. Des affaires furent rouvertes. Un homme puissant dut soudain répondre de ce qu'il avait accompli pendant des années dans l'ombre. Maître Delorme repartit à midi, et après son départ, le domaine fut enveloppé de ce silence nouveau que laissent les choses lorsqu'elles se terminent réellement. Hélène prépara le repas. Ils mangèrent à 4 car le père Aurélien resta avec eux ce jour-là autour de la grande table. Le déjeuner fut long sans hâte. La conversation passa d'un sujet à l'autre, les rires vinrent naturellement. À bien des égards, ce fut la première fois que l'avenir du domaine leur sembla concret et accessible. Cet après-midi-là, Rémi partit seul à cheval. Il avait besoin de réfléchir. Il parcourut les parcelles qu'il connaissait par cœur, celles du nord et ses hautes herbes, celles du sud où ils avaient traité la maladie quelques semaines auparavant, celles de l'est avec les abreuvoirs que son père avait construits à l'aide de solides poteaux de chêne. Chaque recoin portait une histoire, chaque pierre, chaque piquet, chaque sillon. En chevauchant, Rémi pensa à ce qu'il était venu chercher et à ce qu'il avait découvert. Il était revenu chercher le domaine Hélène, une seconde chance d'être l'homme qu'il n'avait pas su devenir lorsque cela comptait. Or, il avait trouvé autre chose, la propriété se portait bien sans lui, Hélène avait grandi sans lui. Marc était un homme digne qui la rendait heureuse d'une manière honnête et profonde, le père Aurélien demeurait fidèle à cette terre comme il l'avait toujours été. Il avait surtout découvert la possibilité d'être utile, sans être le centre de tout, de travailler sans réclamer de reconnaissance, d'aimer quelqu'un, sans transformer cet amour en possession. C'était nouveau pour lui, et curieusement, c'était la chose la plus précieuse qu'il emporterait de cette expérience. Lorsqu'il revint au domaine au coucher du soleil, Rémi avait pris sa décision. Il alla trouver Hélène et lui expliqua qu'il voulait parler de l'avenir non pour présenter une revendication, mais une proposition. Il souhaitait lui confier officiellement l'administration du domaine. Il continuerait à y travailler si elle l'acceptait, mais les décisions, les comptes et la direction de l'exploitation seraient les siens. Elle avait largement mérité cette responsabilité. Si un jour elle décidait de vendre, de transformer les lieux ou de leur donner une toute autre destinée, ce serait son choix et il le respecterait. Hélène le regarda avec une expression difficile à décrire. Ce n'était pas exactement de la surprise, mais plutôt la reconnaissance que l'on éprouve lorsque quelqu'un prononce enfin les paroles dont on avait besoin sans savoir qu'on les entendrait ce jour-là. Elle lui demanda s'il était certain de sa décision. Rémi répondit que oui, que c'était juste. Le domaine avait besoin de quelqu'un qui le choisissait chaque jour, et elle l'avait choisi lorsqu'il en avait été incapable. Marc se trouvait dans la cour pendant cette conversation. Il n'entendit pas chaque mot, mais lorsqu'Hélène ressortit, après avoir parlé avec Rémi, il vit son visage et comprit sans explication que quelque chose d'important venait de se produire. Il restait cependant une chose que Rémi n'avait pas résolue, une chose que personne ne pouvait résoudre à sa place. Sa dernière semaine au domaine commença sans que quiconque le dise à voix haute. C'était l'une de ces réalités qui deviennent visibles dans le comportement des gens avant que les mots ne soient prononcés. Rémi se leva encore plus tôt, parcourut chaque recoin avec l'attention lente de quelqu'un qui engrange des images. Il parla davantage au père Aurélien des détails du lieu, l'état de chaque poteau, les cycles du troupeau,
les particularités de chaque parcelle selon les saisons. Le vieil homme l'écoutait et répondait, mais posait aussi des questions avec tact et respect. Un jour, il lui demanda directement s'il comptait partir. Rémi répondit que oui. Il ne savait pas exactement où il irait, mais il savait que demeurer indéfiniment au domaine n'était la bonne décision pour personne, pas même pour lui. Le père Aurélien acquiesça. Parfois, dit-il, le courage ne consiste pas à rester. Il consiste à savoir quand il faut avancer. Le père de Rémi l'avait compris lui aussi autrefois, mais trop tard, et de la façon la plus douloureuse. Rémi ne lui demanda pas ce qu'il entendait précisément par là. Certaines paroles sont faites pour que celui qui les entend les emporte avec lui et les comprenne seul avec le temps. Cette semaine-là fut aussi celle de la dernière conversation importante entre Rémi et Marc. Elle eut lieu sans être préparée dans le hangar, tandis qu'ils achevaient de réparer un harnais laissé de côté depuis plusieurs jours. Marc, fidèle à son habitude, alla droit au but et demanda quels étaient ses projets. Rémi lui expliqua qu'un cousin éloigné possédait quelques terres plus au sud vers le Quercy. Ils en avaient parlé des années auparavant, et une possibilité de travail existait encore. Il était peu, être temps de bâtir quelque chose depuis le commencement dans un endroit où le poids du passé ne se trouvait pas dans chaque pierre et chaque planche. Marc l'écouta puis lui dit quelque chose qu'il n'attendait pas si un jour le domaine avait besoin de bras supplémentaires pendant les moissons. Ou si un problème exigeait quelqu'un connaissant parfaitement les terres de la parcelle Nord-Rémy saurait où revenir. C'était une façon de lui dire que la porte ne se refermait pas complètement. L'histoire qu'ils avaient vécue tous les trois n'était pas celle d'ennemis, mais celle de personnes obligées d'apprendre à coexister dans une situation difficile et qu'il avait fait avec plus de dignité quiconque de l'extérieur aurait pu le prévoir. Rémi tendit la main. Marc la serra. Dans cette poignée de main se trouvait tout ce que deux hommes peu bavards peuvent se dire lorsqu'ils choisissent de se respecter. Le dernier jour, Rémi se leva avant l'aube, comme toujours, et fit une ultime ronde. Il vérifia les abreuvoirs, contempla le bétail, passa la main sur le bois du vieil enclos construit par son père. Il s'arrêta un instant devant la maison principale et regarda la terrasse, celle où il était arrivé à cheval le premier jour, sans savoir ce qui l'attendait. Il pensa à tout ce qui avait changé depuis cet instant. Pas le domaine, lui. Il rangea ses affaires dans le même petit sac que celui de son arrivée. Il ne possédait guère plus. Lorsqu'il sortit dans la cour, le soleil commençait à peine à dessiner les collines. Hélène était déjà réveillée et l'attendait une tasse de café à la main. Elle portait cette expression difficile à lire que Rémi avait appris à comprendre un peu mieux au cours des dernières semaines. Ce n'était pas vraiment de la tristesse, plutôt l'acceptation honnête des choses qui sont ce qu'elles sont et qui n'auraient pas pu être autrement. Elle lui tendit le café. Ils restèrent debout dans la cour à regarder l'aube. Lorsqu'il eut terminé et se prépara à partir, Hélène lui dit qu'elle espérait qu'il trouverait ce qu'il cherchait et que s'il avait un jour besoin de quelque chose, il ne devait pas attendre 2 années avant de le demander. Rémi sourit, un sourire petit mais vrai. Il répondit qu'il avait retenu la leçon. Il lui rendit la tasse vide et la regarda une seconde de plus que nécessaire, non, avec une nostalgie qui paralyse mais avec gratitude. Puis il alla à l'écurie, sella son cheval et quitta le domaine par le même chemin qu'à son arrivée. Cette fois, il ne se retourna pas. Non parce que les lieux ne comptaient plus, mais parce que ce départ était différent. Quelque chose avait été achevé, refermé correctement. Pour un homme qui, 2 ans auparavant, était parti sans rien refermer. C'était ce qu'il pouvait emporter de plus précieux dans un petit sac attaché à la selle. Mais l'histoire du domaine Castelnau ne s'arrêta pas avec son départ. Ce qui suivit changea toute la région. La procédure contre Étienne Morel dura près d'1 année. Elle fut longue, comme le sont les affaires, impliquant des hommes disposant de suffisamment de ressources pour ralentir la justice. Mais elle devint inévitable, comme le deviennent les causes soutenues par assez de vérité. Les témoignages de familles ayant perdu leurs terres dans des circonstances comparables s'accumulèrent. Les experts examinèrent d'autres actes et peu à peu l'image que le pays s'était faite de Morel, pendant des décennies celle d'un homme dur, mais prétendument légal dans ses affaires, s'effondra à chaque audience. Finalement, il fut condamné, pas pour toutes les accusations, car la justice est rarement parfaite, mais pour les falsifications établies.
Il fut également contraint de restituer plusieurs propriétés dans les dossiers où les preuves étaient irréfutables. Le domaine Castelnau n'avait rien à récupérer puisqu'il n'avait jamais été perdu, mais la décision finale concernant sa dette fut encore plus favorable que Maître Delorme ne l'avait espéré. Le juge estima qu'au regard des manœuvres documentaires commises par le créancier, la dette initiale devait être considérée comme entièrement acquittée par les sommes déjà versées au cours des années précédentes. Le domaine fut libéré de toute hypothèque. Hélène reçut la nouvelle dans la cuisine de la maison Marc à ses côtés, et le père Aurélien assis sur sa chaise habituelle. Ils pleurèrent non de manière spectaculaire, mais de cette façon tranquille qu'ont les gens qui ont retenu trop de choses pendant trop longtemps et découvrent enfin qu'ils n'ont plus besoin de se contenir. Le père Aurélien déclara que c'était justice, avec la conviction des hommes qui ont vu assez d'injustice dans leur vie pour reconnaître le moment où la justice finit réellement par apparaître. Le domaine continua à fonctionner et à se développer. Hélène prit des décisions que personne n'aurait attendues d'une femme ayant commencé sans formation officielle en gestion. Elle réinvestit une partie des bénéfices dans l'amélioration du système d'irrigation. Elle agrandit la parcelle nord en acquérant des terres devenues disponibles lorsqu'une famille voisine décida de partir s'installer en ville. 2 ouvriers supplémentaires furent engagés et le nom du domaine commença à circuler dans la région comme celui d'une exploitation ayant survécu alors que tout semblait la condamner. Marc participa à chacune de ces transformations. Sa présence devint aussi naturelle que celle des bêtes dans les enclos ou du vent contre les poteaux. Il n'avait pas besoin d'être le protagoniste de quoi que ce soit pour savoir que sa place était réelle. C'était peu être la raison la plus profonde pour laquelle Hélène l'avait choisi. Le père Aurélien fêta son anniversaire cet hiver-là, un nombre d'années bien supérieur à celui qu'il consentait à annoncer avec précision. On célébra l'événement sur la terrasse, autour d'un repas qui se prolongea tard dans la soirée avec les ouvriers, les voisins proches et plusieurs habitants du bourg ayant participé à l'histoire des lieux. Le père Aurélien, sa tasse de café à la main et le regard posé au loin sur la propriété qu'il avait vue grandir pendant des décennies, déclara qu'une terre ne vaut pas seulement par ce qu'elle produit, mais par ceux qui choisissent d'y rester lorsque rester devient difficile. Il ne dit rien de plus. Rien de plus n'était nécessaire. Rémi, de son côté, trouva son chemin. Le sud se révéla plus rude qu'il ne l'avait imaginé. Les terres de son cousin étaient pauvres au commencement, le travail exigeant et la reconnaissance lente à venir. Mais Rémi travailla sans chercher de raccourcis et sans attendre que quiconque lui doive quoi que ce soit. Peu à peu, ce petit morceau de terre commença à donner des signes de vie. Cela ne se fit pas rapidement. Il fallut des années, mais ce furent des années durant lesquelles il devint lentement, et sans l'annoncer l'homme qu'il aurait voulu être auparavant, un homme qui demandait de l'aide lorsqu'il en avait besoin et faisait confiance aux personnes qui l'entouraient, qui ne prenait plus la fuite lorsque la peur surgissait, mais restait pour la regarder en face jusqu'à ce qu'elle recule. L'année suivante, il écrivit une lettre au domaine, une seule, adressée à Hélène. Elle n'était pas longue. Il y disait que le sud était difficile, mais qu'il allait bien, qu'il avait planté des arbres fruitiers sur une parcelle autrefois couverte de broussailles, qu'il mettrait du temps à donner leurs fruits, mais que cela aussi était acceptable, et qu'il espérait que le domaine resterait debout parce qu'il le méritait. Hélène lut cette lettre un matin sur la terrasse. Elle la replia soigneusement et la rangea dans la caisse où elle conservait les documents importants du domaine auprès des contrats des décisions de justice, des signatures du père de Rémi et de celles de tous les hommes et de toutes les femmes qui avaient assez aimé cette terre pour la défendre. Cet après-midi-là, tandis que la propriété poursuivait sa vie ordinaire, que le bétail paissait, que les ouvriers travaillaient, et que Marc réparait quelque chose dans le hangar Hélène, resta un moment assise sur la terrasse à contempler le même horizon qu'elle avait regardé tant de fois. Cet horizon où un jour, 2 ans après que tout avait semblé perdu, elle avait vu arriver à cheval un homme qui ignorait encore ce qu'il allait trouver. Elle pensa que la vie sur ce domaine, comme partout ailleurs, ne consiste pas à arriver au moment parfait. Elle consiste à savoir quoi faire du temps qui nous est donné, à choisir de rester lorsque rester possède une valeur, à partir lorsque partir est la seule décision honnête,
et surtout à devenir quelqu'un capable de regarder les autres avec assez de vérité pour les reconnaître tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait qu'ils soient. Le domaine resta debout. Il continua de grandir. Il demeura ce morceau de terre que le père de Rémi avait façonné de ses propres mains, que Morel avait tenté de leur arracher, qu'Hélène avait défendu seule, et que 3 personnes avaient finalement soutenu ensemble dans des circonstances que personne n'aurait choisies. Tout ce qui devait exister se trouvait là dans cette persévérance silencieuse, dans cette dignité quotidienne, qui n'a besoin ni de public ni d'applaudissements pour être réelle dans cette terre qui reste la terre tandis que le monde change autour d'elle, que les êtres arrivent et repartent, et que le temps accomplit ce qu'il a toujours accompli. Oui,